vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère. Ce n'est pas le cas du caribou boréal, plus connu sous le nom de caribou des bois ou caribou forestier. Il arpente 9 provinces et territoires canadiens, dont le Québec. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se partagent donc la responsabilité de sa survie et de son rétablissement à long terme. Il figure d'ailleurs sur la triste liste des espèces menacées depuis 2003 au Canada. Et au Québec, il est plutôt considéré depuis 2005 comme vulnérable. À côté du programme canadien de rétablissement du caribou des bois, la stratégie québécoise pour les protéger se fait attendre depuis 2016. C'est pour cela que sont menées actuellement des consultations afin de mettre en place un décret d'urgence visant à protéger les dernières arts de caribous forestiers en situation précaire au Québec. Le décret d'urgence pour les caribous forestiers est-il la dernière chance pour les hardes québécoises? Nous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science, nous nous intéressons au décret d'urgence pour la protection des caribous forestiers du Québec qui a été annoncé par le gouvernement fédéral et pourrait être mis en place avant Noël. Rappelons que 11 des 13 populations de la province sont aujourd'hui à risque de disparition. Nous en parlons aujourd'hui avec Pierre-Olivier Boudreau, biologiste et directeur de conservation à la Société pour la nature des parcs, la SNAP Québec, un organisme à but non lucratif dédié à la protection de la nature et aux valeurs bioculturelles associées. Bonjour. Bonjour. On parle aussi avec Martin-Hugues Saint-Laurent, qui est professeur titulaire en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour. Bonjour. Depuis très longtemps, au Canada et au Québec, on parle de protéger les hardes de caribous forestiers et de la protection de leur habitat. La fragmentation du territoire a longtemps été la principale menace à leur survie. Au Québec, il y a peu de hardes et donc peu d'individus. Et la province n'en ferait pourtant pas assez pour la protection de ce cervidé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'honorable Stephen Guilbeault, le ministre canadien de l'Environnement et des Changements climatiques. C'est pourquoi des consultations autour d'un décret d'urgence pour sauver ces hardes québécoises sont mené actuellement. Un décret qui pourrait être mis en place, donc je le dis, avant Noël. Serait-ce la dernière chance pour ces cervidés de la forêt boréale? Pour commencer, nous sommes donc en novembre 2024. À ce moment-ci, quelle est la situation des hardes québécoises, Monsieur Boudreau? Au Québec, c'est ça, on a une quinzaine de populations de caribous forestiers. Il faut savoir que le caribou forestier, c'est un des 3 écotypes qu'on a au Québec. C'est des caribous qui vivent dans la forêt boréale. Donc, c'est pas les caribous migrateurs là, qui vivent en grands troupeaux de plusieurs dizaines de milliers d'individus dans le nord du Québec. C'est un écotype qui est aussi différent de celui qu'on retrouve en Gaspésie, qui est le caribou montagnard. Donc, on estime, là, selon les estimations disons les plus récentes, on estime qu'il y a entre 5600 et 10 000 caribous pour faire des chiffres ronds là, au Québec. Sauf qu'il faut savoir que c'est ça, la majorité des populations montrent différents signes de déclin, là, que ce soit au niveau de l'état de leur habitat qui est trop perturbé ou au niveau de ce qu'on appelle le taux de recrutement. Donc c'est ça, la santé des éléments démographiques là, au niveau de la santé des populations qui montrent des signes que les populations ne vont pas se rétablir dans les prochaines années. Oui, professeur Saint-Laurent, présentez-nous ce cervidé. L'espèce boréale a quoi de distinctif par rapport aux autres espèces de caribous? Ce qu'on appelle reine en Europe, en fait. Oui, en fait, c'est la même espèce. Le caribou, le renne en Europe, le renne du Père Noël, c'est la même espèce. On a des sous-espèces différentes. Puis au Canada, dans les 5 sous-espèces qu'on a, il y en a une qui est associée à la grande forêt boréale. C'est la sous-espèce du caribou des bois. C'est elle qui, au Québec, se décline en 3 écotypes, comme Pierre-Olivier l'a bien expliqué. Donc, c'est un caribou qui vit à basse densité. On parle de 1 ou 2 individus au 100 km². Sa stature est un petit peu plus robuste que celle qu'on voit pour, par exemple, certains caribous du Nord ou le renne du Svalbard. Il est principalement la proie de 2 prédateurs, l'ours et le loup. Dans certaines parties de son aire de répartition, on va trouver d'autres prédateurs plus opportunistes comme le coyote au sud ou l'ours brun ou l'ours blanc, là, dépendamment où on se trouve vers le nord ou l'ouest. C'est une espèce qui est peu productive. Donc, contrairement aux autres cervidés comme l'orignal et le cerf de Virginie, qui produisent 2 voire 3 jeunes par année, le caribou ne produit qu'un jeune par année et même parfois aucun quand les réserves énergétiques sont
trop peu abondante, quand l'animal a de la difficulté à se nourrir et à assurer la lactation du jeune jusqu'au sevrage. Donc, ça fait du caribou une espèce relativement sensible et vulnérable aux changements dans ses relations avec les prédateurs et avec les proies alternatives. Et puisque nos perturbations changent cet équilibre-là, ben, le grand perdant, c'est le caribou. Oui. Pourquoi c'est important de protéger le caribou forestier, M. Boutreau? Ben, à travers le temps, tout d'abord, il faut savoir que le protéger le caribou, c'est une décision de société. Le caribou a été inscrit sur la liste des espèces en péril au fédéral en 2002. Au Québec, on l'a inscrit en 2005 comme espèce vulnérable. Donc, déjà, à partir de là, c'est une décision de société de se dire, écoutez, on a des lois dans notre système législatif qui font qu'on veut éviter le déclin de la biodiversité, qu'on veut éviter de perdre des espèces, surtout des espèces emblématiques comme le caribou qui se retrouve sur notre pièce de 25 cents, je le rappelle. Oui. Mais au-delà de ça, je pense que les efforts qui ont été mis par à la fois les groupes environnementaux, les Premières Nations, même le milieu académique aussi, pour protéger le caribou, c'est le fait que le caribou est décrit comme une espèce parapluie. Des études qui ont été faites sur la côte nord ici au Québec qui montrent que quand on va faire, par exemple, un aménagement forestier qui respecte les besoins du caribou, c'est-à-dire que c'est un animal qui a besoin de grandes forêts intactes, de vieilles forêts aussi, donc des forêts naturelles. On va protéger aussi les espèces qui cohabitent avec lui dans l'écosystème boréal, donc des espèces de mammifères, les communautés d'oiseaux, les insectes aussi. Donc, en aménageant l'habitat puis le territoire, en respectant les besoins d'une espèce sensible comme le caribou, on vient faire d'une pierre milliers de coups, là, parce qu'on protège vraiment un écosystème puis des espèces qui vivent avec cet animal-là. Donc, c'est une des principales raisons pourquoi on met beaucoup d'efforts, parce que c'est sûr que là, on sort tout juste la COP 16 sur la biodiversité en Colombie. On a beaucoup parlé du déclin de la biodiversité. On parle de la 6e extinction de masse avec plus d'1 million d'espèces animales et végétales qui seraient menacées de disparaître. On peut pas s'occuper une par une de toutes les espèces qui sont en déclin, qui sont en péril. Il nous faut des espèces parfois sur lesquelles on va porter un petit peu plus d'attention. Puis le caribou, pour le milieu forestier, pour la forêt boréale, c'est vraiment une espèce clé. C'est un petit peu je dis souvent que c'est le canari de nos forêts. C'est notre indicateur, un de nos bons indicateurs de la santé des forêts boréales. Oui, parlons peut-être justement des menaces. Une étude du ministère du Québec de l'Environnement relevait en 2022 que pour la seule période 2018-2021, le déclin moyen annuel de cette population atteignait 11% en raison de la mortalité élevée et du trop faible nombre de naissances. Professeur Saint-Laurent, est-ce qu'on pourrait parler de recul de la répartition liée peut-être à l'expansion des activités humaines, à la fragmentation du territoire? C'est quoi qui le menace? C'est très, très, très important comme question, puisque les caribous ne se déplacent pas suite aux perturbations, on l'a montré dans plusieurs études, ils s'éteignent localement. Donc, on a une érosion de la limite sud de l'aire de répartition des caribous au Canada depuis plusieurs décennies. Et donc, les caribous les plus au sud meurent, puis là, tranquillement, pas vite, on les retrouve de plus en plus au nord. Et dans une étude qu'on a faite il n'y a pas longtemps pour le Québec, on a bien montré que dans les 620 kilomètres de recul vers le nord qu'on a observé depuis 1850 au Québec, il y a seulement 105 de ces kilomètres-là qui sont dus au changement du climat. Le reste, c'est près de 500 kilomètres, est attaché exclusivement aux modifications de l'occupation des terres. On peut penser bien sûr à la chasse, au braconnage, à la chasse de subsistance des nations autochtones qui ont eu cours pendant plusieurs années à certains endroits. Puis pour une espèce peu productive comme le caribou, un petit peu plus de prélèvement, c'est problématique. Mais ce qui transfigure le paysage depuis plus de 60 à 80 ans, c'est l'augmentation des activités anthropiques. La coupe forestière, l'agriculture, le développement des villes et villages, la voirie, dépendamment où on se trouve. Et donc, une grande partie du recul vers le nord est attachée à cette extinction locale-là. Donc, on peut dire que de façon proximale, les caribous meurent de prédation, et il y a plus de mortalité qu'il y a de naissance. Mais de façon ultime, le facteur de déclin, c'est notre manière de transfigurer le paysage et d'en faire des paysages plus favorables aux prédateurs et plus favorables aux compétiteurs du caribou que ce qu'on aurait besoin pour conserver des caribous en place, à savoir des grands massifs de forêt peu perturbés, matures, avec une structure complexe dans laquelle les prédateurs et les compétiteurs sont moins efficaces.
Oui, et en fait, protéger le territoire, on avait fait une émission justement sur la protection du territoire, justement pour protéger le caribou. Il y a pas mal quand même de détracteurs. On a vu quand on a parlé de sauver la Arle de Val-d'Or, les 18 caribous, là, ça a été compliqué parce que c'était une tentative avortée, puis qui a remué beaucoup les langues, je veux dire. Est-ce que, M. Boudreau, est-ce que le caribou scepticisme a diminué? J'ai l'impression, je dirais oui. Je dirais que dans les dernières années, il y a du chemin qui a été fait. On est arrivé avec dans 2021, le gouvernement du Québec a fait une grande revue de littérature dans laquelle ça a été démontré assez clairement que la majorité des populations du caribou sont en déclin au Québec. Pour appuyer son décret, aussi, le gouvernement fédéral a fait ce qu'on appelle une évaluation des menaces imminentes, dans laquelle on est arrivé pas mal à la même conclusion là, il y avait la majorité des populations, comme je disais tout à l'heure, montraient des signes de déclin au Québec, puis qu'il y avait même des populations là, qui étaient carrément au seuil de l'extinction. C'est pour ça qu'on a justifié un décret qui vise à protéger des secteurs dans l'aire de répartition de trois populations au Québec. Donc, on parle de la population de Val-d'Or, de la Charlevoix, puis du Pitt-Moygan. Donc, des populations qui sont vraiment, pour lesquelles il faut vraiment agir maintenant. Donc, tu sais, au niveau du caribou sceptique, je pense qu'on est de plus en plus dans un discours d'acceptation qu'il faut faire quelque chose pour le caribou. Mais on est toujours dans ce discours-là aussi où on parle on n'a pas vraiment d'informations très claires ou très consensuelles sur les impacts socio-économiques de la conservation du caribou. Puis pour nous, c'est ça qui pose vraiment problème, c'est qu'on a seulement justement, on appelle des évaluations d'impact, c'est-à-dire si on protège tel territoire, quel impact ça va avoir sur des possibilités forestières et donc par ricochet sur les emplois. Mais c'est vraiment juste un côté de la médaille, puis il faudrait commencer à regarder d'autres valeurs, puis même utiliser d'autres cadres méthodologiques au niveau socio-économique qui nous permettent des analyses multicritères et qui nous permettent de regarder, par exemple, des impacts. Il y a des impacts positifs aussi à la conservation du caribou, sur la biodiversité, sur les services écosystémiques, sur le lien bioculturel que les Premières Nations ont avec cette espèce-là. Puis même d'un point de vue purement économique, il faut regarder l'ensemble des variables parce que, par exemple, si on réduit l'activité forestière, on peut également réduire des subventions. Il a été montré là, par des chercheurs dans une étude il n'y a pas si longtemps que ça que l'industrie forestière est très dépendante aussi au financement public. Donc, quand on prend l'ensemble de ces variables-là au niveau socio-économique, je pense qu'on peut avoir un portefeuille différent. Je pense que c'est ça le chemin qui reste à faire au niveau de l'information sur le caribou forestier. Puis c'est vraiment très crucial parce que, justement, ce qui s'en vient, c'est ça. C'est une stratégie complète pour le caribou avec des mesures de protection sur le terrain. C'est ce qu'on souhaite. Mais il faut bien mesurer des impacts socio-économiques. Oui, professeur Saint-Laurent. Évidemment. Oui, professeur Saint-Laurent, est-ce que ce caribou scepticisme, est-ce qu'on constate que ça serait peut-être la baisse de la désinformation entourant cette espèce? Oui, il existe en fait, je crois, beaucoup plus d'informations disponibles pour relayer et informer les citoyens, les décideurs, tous les intervenants qui gravitent autour du caribou. Donc, je suis d'accord avec Pierre-Olivier. Je crois que le niveau d'ignorance ou de mésinformation est moindre, mais il reste des pochettes de groupes d'intérêt qui, eux, diffusent vraiment beaucoup des messages qui sont erronés, qui sont faux, biaisés, ou voire tout simplement, on aurait peut-être parfois tendance à dire malhonnêtes. On l'a vu là, lors de la dernière série d'interventions devant le comité permanent sur l'environnement à Ottawa. Donc, avec une espèce qui est parmi les plus étudiées au Canada, là, plus de 500 articles scientifiques publiés au cours des 35 dernières années sur cette espèce-là. Ça en fait vraiment du caribou un des mammifères les plus connus. On voit encore des pochettes où on est dans le dénialisme. Là. Vraiment, là, on ignore, alors qu'on est mis au fait de ces connaissances scientifiques-là, on fait volontairement un message qui ignore le consensus scientifique, qui sème le doute. Et ça, c'est intéressant. Ça a été étudié par une équipe en Ontario de chercheurs là, qui ont montré que c'est exactement les stratégies qui avaient été utilisées par les cigarettiers il y a quelques décennies de cela ou par les compagnies pétrolières plus récemment là, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, c'est une recette qui est connue. On sème le doute. On demande toujours plus d'études. On demande toujours plus de temps. Et malheureusement, plusieurs gouvernements, qu'ils soient provinciaux ou fédéraux au fil des années,
ont embarqué dans cette histoire-là, puis ont demandé toujours plus d'études, de temps, de commissions, de réflexion, de tournée du public, et pendant ce temps-là, on a continué d'éroder l'habitat des espèces menacées en général, mais du caribou en particulier. Oui, ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années qu'on connaît la situation du caribou forestier. Quelles sont les raisons qui poussent Ottawa à imposer un décret d'urgence à Québec, Monsieur Boudreau? Je sais que la SNAP a participé à la consultation des fédérales. Oui, donc au mois de juin, effectivement, le gouvernement fédéral a lancé un décret, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui vise à protéger les trois populations du Québec qui sont dans une situation critique. La motivation derrière ça, ça vient de la loi sur les espèces en péril. Et je parle d'une motivation, mais en réalité, c'est une obligation légale. Donc, comme le caribou est inscrit sur la liste des espèces en péril au fédéral, normalement, c'est le gouvernement provincial qui a le premier rôle, qui doit s'assurer de protéger l'habitat de cette espèce-là, de s'assurer de son rétablissement. Par contre, la loi sur les espèces en péril joue un espèce de rôle de grand frère. C'est-à-dire que si le gouvernement provincial ne fait pas le travail pour les espèces en péril, le gouvernement fédéral, en fait, est obligé d'intervenir. Il est obligé de proposer un décret. Donc, c'est ce qui est arrivé au Québec, là, suite au report. Là, il y a eu 4 reports d'une stratégie provinciale pour le caribou qui avait été promise là, en 2016 par le gouvernement du Québec. Puis il y avait trop peu d'actions concrètes là, qui étaient prises sur le terrain, des actions de protection de l'habitat du caribou, de l'habitat essentiel du caribou. Donc c'est pour cette raison-là que le gouvernement fédéral avait la nécessité d'intervenir. Puis il y a eu plusieurs avertissements. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des lettres d'envoyés. Ça s'est passé sur un délai de presque 2 ans, cette histoire-là du décret fédéral. Donc le Québec a vraiment eu le temps d'agir. Il y a vraiment eu plusieurs avertissements, puis à un moment donné, il y a eu une perte de patience qui était légitime du gouvernement fédéral. Puis nous, dans la consultation dans laquelle on a participé, on a encouragé le gouvernement fédéral à aller de l'avant avec ce décret-là. Puis c'est ça, à le mettre en œuvre le plus rapidement possible pour s'assurer là, qu'il y a les 3 populations qui sont visées, qu'on protège les habitats névralgiques de ces populations. Oui, concrètement, qu'est-ce que ça fait un décret d'urgence pour les caribous forestiers? Un décret d'urgence, ça vient bloquer des activités qui sont nuisibles pour l'espèce, qui endommagent l'habitat. Donc, ça va bloquer là, tout ce qui est les activités industrielles, les activités forestières, les activités minières, le développement énergétique. Donc, toutes les grandes perturbations industrielles sur le territoire, ça va mettre un frein à ces activités-là pour une période temporaire. Donc, faut se rappeler que le gouvernement du Québec, à tout moment, peut reprendre en main des choses, publier sa stratégie pour l'ensemble des populations au Québec. Puis une fois que c'est démontré que justement que le gouvernement provincial met les mesures en place qui vont assurer le rétablissement de l'espèce, le décret va tomber. Okay. Le décret va être annulé par le gouvernement fédéral. OK. Professeur Saint-Laurent, en faut-il arriver là, à ce décret d'urgence? Comment vous voyez ça, vous, de votre côté? Pour être impliqué dans la recherche sur le caribou, puis les discussions autour de cette espèce-là depuis plus de 15 ans, je vous dirais que j'aurais souhaité qu'on démontre un peu plus de leadership à l'échelle provinciale dans la prise de décision là et la mise en place de mesures sur le terrain. Ça a été longtemps ignoré, puisque le caribou et l'industrie forestière veulent la même chose. Le caribou décline lentement, mais de façon continue, alors que le marché de l'emploi attaché à la forêt est volatile et parfois en hausse, parfois en baisse, au gré de plusieurs considérations autres que uniquement le caribou, la force du dollar canadien, les tarifs imposés par le gouvernement américain sur les exportations de bois. Donc, il y a énormément de choses qui viennent toucher à ça. Puis, je pense que sur le plan politique, il y a quelque chose de plus payant sur le plan des intentions de vote là, à essayer de ne pas trop froisser les régions ressources qui dépendent de la forêt. Maintenant, il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites. On a acquis beaucoup d'informations. On a eu plusieurs plans de rétablissement, plans d'aménagement de l'habitat du caribou. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Puis, pendant ce temps-là, en arrière-plan, mais on continuait d'éroder cet habitat-là. Donc, on s'est rendu compte à un certain moment donné qu'on jouait un peu l'horloge, on jouait la montre. Et force est d'admettre que le décret arrive comme un énième coup de semonce avec un levier légal. Et les poursuites juridiques intentées par plusieurs nations autochtones aussi arrivent comme un rappel à l'ordre au gouvernement du Québec. Je trouve ça un peu déplorable qu'on en soit venu à ça,
mais si c'est ce que ça prend pour aider à respecter nos engagements légaux, éthiques et moraux en conservation de la biodiversité. Pas juste pour le caribou, là, pour toutes les autres espèces et tous les services écologiques que les forêts matures offrent à la communauté, à la population humaine. Moi, je vous dirais que c'est un moindre mal. Toutefois, imposer un décret, parce que le gouvernement du Québec se traîne les pieds, c'est pas la seule étape à faire. Moi, je crois que le gouvernement fédéral a aussi la responsabilité d'arriver avec une stratégie forte d'appui aux communautés forestières touchées, de requalification, de dynamisation et de diversification des économies locales. Puisque si on veut prendre cet immense chantier-là de la protection de nos habitats naturels et de la réparation, de la restauration des habitats naturels, au bénéfice du caribou et d'autres fonctions de la forêt, on est capable d'en faire un moteur économique. Différent de celui de l'exploitation forestière, mais un moteur économique quand même qui pourrait faire travailler les gens en région. Oui, justement. Quels sont les impacts socio-économiques sur les communautés, M. Boudreau, de la protection de ce caribou forestier-là? Oui. Ben, tout d'abord, j'aimerais peut-être rebondir sur ce que M. Saint-Laurent disait, parce que c'est vrai que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer. Le gouvernement fédéral, à travers tous les engagements au niveau international, notamment le Code mondial sur la biodiversité, il y a des investissements qui sont prévus pour la protection de la nature. Le gouvernement du Québec a annoncé il y a pas si longtemps, peut-être un mois ou deux, une enveloppe de presque $1 milliard pour mettre en œuvre le plan nature d'ici 2030. Et puis, le gouvernement fédéral, quant à lui, mis 465 millions de dollars sur la table pour aussi pour la protection de la nature. Donc, une partie de cet argent-là pourrait être dédiée pour les caribous forestiers. Il y a eu des ententes similaires dans le passé. Il y a eu 2 ententes entre le fédéral et le provincial pour la protection du caribou, là, qui étaient des enveloppes beaucoup plus petites que ça. Mais avec ces grands montants d'argent-là, là, je m'en viens à répondre à votre question. Oui. Ça va être vraiment en fait, le terreau est super fertile pour adresser les questions de transition juste. Oui, est-ce qu'il y aura des mesures de compensation et d'atténuation pour les communautés touchées, par exemple? Est-ce qu'il y aura une répartition équitable des impacts entre les différents industriels pour que ce soit pas juste une industrie, une compagnie qui absorbe là, tous les impacts au niveau de la possibilité forestière? Martin Hugues parlait aussi de l'adaptation et de la diversification industrielle. Donc, au niveau des impacts, il y a eu différents chiffres qui ont été mis sur la table. Le gouvernement fédéral a fait une évaluation de son décret. Ils ont parlé de 900 millions de dollars d'impact. Mais tout dépendant si on regarde les chiffres à l'échelle provinciale qui sont donnés par le gouvernement provincial ou fédéral ou même par l'Institut économique de Montréal a aussi avancé des chiffres d'impact. On a des chiffres qui sont très différents. C'est ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ça va être important d'avoir peut-être un cadre méthodologique un petit peu différent pour évaluer les impacts socio-économiques. Puis ça va être une base justement pour assurer une transition juste parce que si on veut compenser, par exemple, des industries ou des communautés, ben il faut vraiment mesurer les impacts réels. Il faut pas faire des règles de 3 comme ce qu'on a vu dans le passé, que enlever un certain nombre de mètres cubes de bois à l'industrie, ça va avoir tant d'impact sur les emplois. C'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. Donc, nous, on sait qu'il y a des groupes syndicaux qui ont commencé à travailler avec le milieu environnemental pour faire des évaluations, des propositions de transition juste. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Puis vraiment le message pour nous, c'est que le Québec doit aller chercher cet argent-là qui est sur la table de la part du fédéral. Puis la condition, en fait, il n'y a pas réellement de condition, mais c'est sûr qu'il faut pour ça que le gouvernement provincial publie sa stratégie provinciale. On sait qu'elle est prête depuis un certain nombre de temps. Donc, en allant de l'avant et en crevant l'abcès, on va pouvoir entrer plus en mode collaboration que la confrontation qu'on voit actuellement, là, qui est essentiellement sur les questions juridictionnelles. Là, oui. Des débats stériles, finalement. Entendu. Professeur Saint-Laurent, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le caribou des bois présente aussi une grande importance pour les Premières Nations. Peut-être... Oui, le caribou a une grande importance pour énormément de facettes de la société. Hein. Mais les nations autochtones ont été souvent laissées de côté ou ignorées. Et pour avoir l'opportunité de travailler avec plusieurs de ces nations-là, j'ai pu voir à quel point le caribou représente un jalon important, central de leur culture, de leur spiritualité. Donc, en protégeant efficacement le caribou, je crois qu'on est capable de travailler à cette grande réconciliation-là, puis à assurer aussi d'envoyer un signal clair, là, comme quoi on se préoccupe réellement des préoccupations des nations autochtones. Oui. Ceci étant dit, je
je crois qu'on peut même aller plus loin, puisqu'en protégeant le caribou, son habitat, on risque de protéger une multitude d'autres espèces qui ont une importance culturelle et spirituelle pour les nations autochtones et qui sont attachées à des forêts structurellement complexes, comme la Marthe d'Amérique, par exemple, ou à des vieilles forêts. Donc, je crois qu'on est capable de faire bien et aussi de prendre le pouls de la réalité de chacune de ces nations-là, qui sont pas toutes pareilles, qui n'ont pas toutes les mêmes besoins ou les mêmes relations avec les espèces animales puis avec l'environnement forestier qu'on a au Québec. Donc, je crois qu'il y a une unicité dans chaque nation et on doit prendre le temps de les écouter, même si le caribou rejoint les préoccupations de plusieurs de ces nations-là. Oui, c'est en fait une mise sur pause imposée, mais qui va permettre peut-être de réfléchir. Est-ce qu'il y a très très rapidement, professeur Saint-Laurent, des mesures protection à mettre en place? Parce que c'est pas juste mettre sur pause, il faut peut-être favoriser la survie de cette espèce-là qui est malmenée. Il y a plusieurs solutions qui sont déjà décrites, documentées, testées, validées par la science. En fait, là, au début des années 2010-2013, je crois, on a réuni au Zoo de Calgary une quarantaine de chercheurs spécialisés sur le caribou d'un peu partout au Canada pour travailler à écrire le guide des mesures de conservation du caribou, un guide qui a été publié en 2014, transmis au gouvernement du Québec, puis qui est connu quand même, puis qui fait office de référence dans la littérature scientifique. Le Québec s'est doté de son propre guide quelques années plus tard, là, qui témoigne aussi là, de toutes ces stratégies-là qu'on pourrait qualifier d'extrêmes, là. Donc, que ce soit la garde en captivité à temps plein, comme on le fait pour Val-d'Or et Charlevoix, que ce soit la garde en captivité pendant la période de gestation et des naissances, comme on le fait pour la Gaspésie, là, ce qu'on appelle du maternity penning, là, de la garde en captivité pour la maternité, de la translocation d'individus, donc allant chercher dans des artres qui vont bien pour dynamiser le pool génétique puis augmenter de façon ponctuelle l'abondance, faire du contrôle des prédateurs, hein, on en fait depuis plus de 30 ans en Gaspésie, autour du parc pour aider le caribou de la Gaspésie. Donc, il y a énormément de mesures qu'on connaît, mais toutes ces mesures-là sont des mesures intérimaires qui ne peuvent pas fonctionner si on ne répare pas l'habitat. Oui. Puisque il faut s'attaquer à la cause du déclin. Cette cause-là, c'est le fait que l'habitat forestier rajeunit est riche en ressources pour supporter l'augmentation d'abondance des espèces compétitrices du caribou, hein, le cerf, l'orignal, l'ours qui se nourrit de végétation aussi, le coyote aussi. Et cette hausse-là, elle supporte la hausse d'abondance de l'ours, du loup, du coyote qui vont exercer une plus grande prédation, donc ils vont être plus abondants parce qu'on coupe, puis ils vont être plus efficaces parce qu'on a un réseau de chemins forestiers utilisés par ces prédateurs-là pour patrouiller plus facilement leur territoire puis chasser davantage leurs proies. Ça, c'est montré là, dans une multitude d'études à travers le Canada, ça fait consensus. Donc, si on met en place des enclos, on fait du contrôle des prédateurs, mais à côté de ça, on continue à bâtir des nouveaux chemins puis à rajeunir la forêt, c'est comme si on tentait de vider une chaloupe dans laquelle il y a un trou par lequel l'eau entre, puis que pendant qu'une personne enlève l'eau, l'autre personne agrandit le trou dans le fond du bateau. Entendu. Donc, c'est complètement contre-productif. Oui. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Martin-Hugues Saint-Laurent, professeur titulaire en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski, et de Pierre-Olivier Boudreau, biologiste et directeur de la conservation à la Société pour la nature et des parcs, la SNAP Québec. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, bonne journée. Merci de l'invitation. Voilà, c'est donc pour aujourd'hui. Comme toujours, Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robarcher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Écoutez-nous, réécoutez-nous, n'hésitez pas à partager l'émission autour de vous. Elle est archivée sur le site de Science Presse. Je vote pour la science a une page à son nom. N'hésitez pas non plus à nous donner de vos nouvelles, à nous suggérer des sujets. En attendant, je vous souhaite de passer une très très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique